Bienvenue à Histoire révélée. Dans cet épisode fascinant, nous découvrirons 4 lieux de culte à différentes étapes de leur reconversion. Nous explorons la chapelle Saint-Cyriaque à Lac-Kenogami, qui se transforme pour naviguer les courants modernes, et l'église Saint-Édouard à Port-Alfred, qui se réinvente pour servir la communauté. À Arvida, l'église Sainte-Thérèse se métamorphose pour répondre aux besoins contemporains. Tandis qu'à Chicoutimi-Nord, l'église Saint-Luc embrasse une nouvelle vocation. Ensuite, nous nous aventurerons dans les fonds d'archives non traités et les surprises qu'ils révèlent. Préparez-vous à découvrir comment ces lieux sacrés continuent de façonner notre avenir tout en honorant leur riche héritage. La chapelle Saint-Cyriaque, dernier vestige d'un village aujourd'hui disparu sous les eaux du lac Kenogami, témoigne d'un riche passé. Grâce à un mouvement citoyen engagé, ce lieu chargé d'histoire connaît une renaissance mêlant préservation et dynamisme culturel. On se tient aujourd'hui en avant de la chapelle Saint-Cyriaque, chapelle qui est le dernier témoin d'un village qui est aujourd'hui disparu. À quoi ressemblait ce village? On se trouve au cœur du noyau du village de Saint-Cyriaque avec sa chapelle, qui est en fait la 3e chapelle qui a été ici sur le secteur. C'est une chapelle qui était très rassembleuse. On savait qu'il y avait beaucoup de maisons alentour. Où se retrouve maintenant le lac Kenogami qui est derrière toi. On avait des maisons à proximité, donc on avait des maisons un peu partout. On avait un cimetière aussi. Donc il y avait une vie communautaire très importante là, sur le secteur où nous sommes en ce moment. La chapelle qui est ici, tu dis la 3e chapelle construite. Celle-ci date de quelle année? Donc, la chapelle qui a été construite en 1902, de 1902 à 1905. Donc, on le sait que c'était la 3e chapelle. On a des mentions en 1889 d'une petite chapelle. Je crois qu'en 1895, on avait une 2e mention d'un petit bâtiment qui faisait fi de lieu de culte. Elle était importante d'un point de vue architectural, d'un point de vue historique. Elle est vieille, mais elle est surtout porteur du message des gardiens de l'ancien village de Saint-Cyriaque comme seul vestige encore en place et utilisable de cette histoire-là. Parlons-en du village. Il a été rapidement dérangé dû à un projet qu'on connaît à travers la région, qui est le rehaussement des eaux, que ce soit des eaux du lac Saint-Jean ou les eaux du lac Kenogami. Qu'est-ce qui est arrivé à ce village? Ce qui est arrivé, c'est que la population a dû entrer un peu plus à l'intérieur des terres. Donc, le noyau villageois, comme on le connaissait ici, a dû se déplacer. Il reste encore des vestiges de ces maisons-là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de quitter le lac Kenogami à ce moment-là, quitter ce qu'on appelle le village Saint-Cyriaque à l'époque, pour se déplacer vers Chicoutimi. Donc, la vie ici, elle a un peu pris une pause avant l'apparition de la villégiature. Il y a encore des gens qui ont habité en continu, qui sont allés s'installer plus à l'intérieur des terres, mais le village tel qu'on le connaît n'existait plus avec le rehaussement du lac. Aujourd'hui, la chapelle Saint-Cyriaque fait toujours partie de l'actualité en un sens, puisqu'il y a un effort pour sa revalorisation. Oui. C'est un mouvement citoyen qui a commencé à partir des années 2010. En fait, il y avait une inquiétude parce que la paroisse Saint-Dominique qui s'occupe de cette chapelle-là n'avait plus la capacité de supporter les frais associés au chauffage, des données quand même importantes. C'est une chapelle qui est classée patrimoine depuis 2006 au ministère de la Culture. Donc, on a un certain respect lors de la restauration, de changement de fenêtres ou des trucs là. Donc, c'est quand même assez coûteux. La paroisse ne pouvait plus supporter ces éléments-là. Et il y a eu un mouvement citoyen incroyable. Une centaine de participants, des membres de la communauté du lac Kenogami se sont dit on veut préserver la chapelle, mais on veut aussi la rendre vivante. Étant le noyau villageois de l'époque, c'était de redonner cette fonction-là. Il y avait déjà des concerts, il y avait déjà des baptêmes, des mariages. Elle n'était pas inactive. C'était de donner un petit coup de pouce supplémentaire pour réanimer le lac Kenogami grâce à la chapelle. Aujourd'hui, qui s'occupe des activités se retrouvant au sein de la chapelle? Le mouvement citoyen a créé la Société de développement du parc patrimonial Cyriaque et c'est eux qui gèrent et qui mettent en valeur la chapelle maintenant. Quel type de projet est-ce qui s'annonce pour la chapelle? On a plusieurs objectifs.
Grâce à ce mouvement citoyen-là, on a pu amasser assez d'argent pour faire la restauration de la chapelle. On a fait quelques travaux d'amélioration pour la qualité de vie, l'utilisation, toujours en respect aux normes patrimoniales. Donc, on a travaillé beaucoup à sa mise en valeur, travaillé beaucoup à la création aussi d'une exposition permanente à l'intérieur de la chapelle. Donc, les gens peuvent entrer, peuvent visiter. Et aussi un projet numérique ludique avec une application mobile que les gens peuvent aller en apprendre plus sur Saint-Cyriaque, sur le village de Saint-Cyriaque, sur le rehaussement du lac Kenogami, sur l'utilisation de la chapelle. Les concerts ont encore lieu. Il y a beaucoup d'activités qui avaient lieu à l'époque, comme la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean qui est très importante ici au lac Kenogami. Donc, on refait ça à même la chapelle. Elle est très, très, très vivante et il y a plein de projets qui s'en viennent aussi dans le futur. Merci, Jennifer. Ça fait plaisir. Symbole du passé industriel de Port-Alfred, l'église Saint-Édouard se distingue par son architecture néogothique unique. Aujourd'hui, des initiatives citoyennes cherchent à lui redonner vie. L'église Saint-Édouard, quand est-ce qu'elle est construite? Le bâtiment, l'église Saint-Édouard, est indissociable de Fondation de Port-Alfred et de Dubuc, Julien-Édouard Alfred Dubuc. De 1916 à 1917, on va construire l'usine ici. Et parallèlement, il va y avoir la fondation. On va ériger canoniquement la paroisse Saint-Édouard. Donc, c'est vraiment au début des années 20 qu'il va y avoir une première conception, je dirais, mentale de la future église Saint-Édouard, puisque le prêtre de l'endroit, Médéric Gravel, va se confier à son frère Armand Gravel, qui est architecte, le jeune architecte associé à Alfred Lamontagne. Il va lui confier qu'il voudrait avoir une église monumentale grandiose pour Port-Alfred, qui va être de type néo-gothique anglais. Donc, cette information-là n'est pas anodine, puisque on avait des dirigeants anglophones ici à l'usine, qui était un syndicat financier londonien, et on voulait les attirer, faire une séduction avec eux pour qu'ils puissent investir dans la nouvelle église qui était estimée à 100 000 $ à l'époque. Et ça a fonctionné puisqu'ils ont donné 25 % du montant prévu. Et c'est en 1929, donc la construction a commencé en 1927, et en 1929, on a fait la première messe à Noël. Quels sont les éléments qui font que l'église et son architecture est considérée comme étant néo-gothique? En fait, il y a plusieurs caractéristiques là, qui font référence au Moyen-Âge anglais, gothique anglais. On peut parler de sa longue nef plutôt basse, les éléments décoratifs alentour des fenêtres et des portes, les arcades profilées en voussoir. À l'intérieur, il y a un gros contraste entre le bas des murs en chêne, le mobilier en chêne et les murs plutôt pâles, qui sont une caractéristique aussi du gothique anglais. Ce qui fait que ce bâtiment-là est particulier au Québec, c'est que dans les années 1920, c'était extrêmement rare d'avoir une église de style néo-gothique anglais. Et finalement, la technique de construction à l'époque était très expérimentale. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on a du granit. À l'intérieur des murs, il y a des coffrages de béton. Donc, on a coulé du béton dans les murs. Donc, il y a 1000 verges cubes de béton. Ensuite, 18 000 pieds carrés de terracotta, donc des blocs de terracotta. Les piliers à l'intérieur sont en acier, donc en fer forgé, de même que la charpente. Et la charpente de la nef a été noyée dans du béton. Donc, c'est un bâtiment extrêmement solide, avec une technique très expérimentale pour l'époque. D'un point de vue artistique, elle a aussi une bonne valeur. Oui, en fait, quand je pense à la valeur artistique de Saint-Édouard, je pense immédiatement aux vitraux de Guido Nincheri, qui était considéré comme le Michel-Ange de Montréal, est un artiste très important au Québec. Tu mentionnais le projet de bibliothèque qui a malheureusement avorté là, à l'intérieur de l'Église. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tout ce processus-là s'est passé? C'est quoi les obstacles qui ont été, décisifs? Il y a eu la fermeture de l'Église désacralisée en 2006. Fait qu'en 2016, il y a eu Patrimoine de Saint-Édouard qui a été créé en tant qu'OBNL, mais aussi en tant qu'organisme de bienfaisance. Et à ce moment-là, il y avait 3 axes principaux à la mission, qui était de sauver l'Église, qui est côté A,
faut le dire, par le Conseil du patrimoine religieux. Et c'était de mettre aussi la bibliothèque municipale dans l'église, donc faire une pierre deux coups. Et le troisième axe aussi était de dynamiser le secteur de Port-Alfred. En 2020, il y a eu un règlement d'emprunt de 11,4 millions pour pouvoir faire la nouvelle bibliothèque. Patrimoine Saint-Édouard a fait une campagne de financement, a ramassé 800 000 dans la communauté pendant la pandémie, ce qui est extraordinaire. Impressionnant, oui. Oui. Mais malheureusement, a dû remettre la majorité de cet argent-là, puisque le nouveau conseil a refusé le projet en disant que c'était trop cher, maintenant rendu trop cher. Donc, il a fallu se relever les manches. Il y a eu un nouveau conseil d'administration en patrimoine Saint-Édouard. Isabelle Brochu, la consultante, a été engagée pour trouver un nouveau projet. C'est un projet, elle est allée voir tout le monde de la communauté, les acteurs principaux de la communauté et voir les besoins qu'il y avait dans la communauté. Et on est ressorti un projet multifonctionnel, communautaire, culturel, artistique. Maintenant, on la fait vivre au moins une fois par année avec un festival de musique régionale. Le but du culte de Port-Alfred, c'était de promouvoir la sauvegarde de l'Église, ensuite de redynamiser le secteur de Port-Alfred et promouvoir la musique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de faire revivre l'Église en amenant des gens sur le perron, faire des spectacles. Les gens ont les yeux rivés vers l'Église avec les lumières. Donc, faire revivre le cœur de Port-Alfred qui est l'Église Saint-Édouard. Donc, c'était ça le but. Merci beaucoup pour cette conversation, Andy. Ça fait plaisir. L'église Sainte-Thérèse occupe une place centrale dans le quartier patrimonial d'Arvida depuis sa construction en 1928. Aujourd'hui, un projet de reconversion en musée vise à préserver celle-ci tout en lui redonnant une nouvelle vocation au cœur de la collectivité. Premièrement, l'église Sainte-Thérèse, quelle est son origine? Elle est construite à partir de quand? Elle a commencé sa construction en 1927 pour se terminer en 1928. Bref, on a inauguré l'église ici présente un soir de Noël 1928. La communauté d'Arvidiens de l'époque a évidemment contribué à la construction de leur église. Tous les paroissiens à l'époque étaient mis à contribution pour la construction de l'église par des dons, etc. Et à une certaine époque même, on prélevait une partie du salaire pour sa construction, rénovation. Il faut savoir aussi qu'ici à Arvida, il y a quand même 3 communautés. Et on a 2 autres églises sur le boulevard du Saguenay, alors 36 nationalités à Arvida. Donc, c'était un endroit très rassembleur, si on veut. Pourquoi est-ce que c'est important de conserver cette église-là? C'est important de conserver le bâtiment. Je vais plus dire ça comme ça parce que ici, c'est une église, peu importe la religion, c'est un endroit qui est rassembleur. Tout le monde, même les plus jeunes de notre époque, sont déjà rentrés dans une église, pas nécessairement pour la messe traditionnelle du dimanche, mais des funérailles, des baptêmes, des célébrations quelconques. Et c'est un endroit où est-ce qu'on vit des émotions. Ça devient donc un endroit très significatif pour une communauté. Dans le paysage urbain aussi, au centre, ici, on est à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Arvida, mais on est en plein cœur du site patrimonial. Ça fait partie aussi du patrimoine culturel, je dirais. Pas seulement religieux, mais culturel à Arvida. Le projet que vous avez en cours, c'est évidemment de convertir les usages du bâtiment. Ici, on veut vraiment maintenant lui donner un autre usage, mais qui va être très communautaire encore. Donc, on convertit le lieu en musée, mais tout en travaillant avec la communauté. On peut là, déjà dire que toute le rez-de-chaussée, ça va être des expositions permanentes, temporaires, mais au sous-sol, par exemple, c'est une salle de classe, c'est un centre de recherche, c'est une réserve aussi muséale, mais ouverte au public. Il faut aussi savoir que, prime abord, pour faire accepter le projet à cette communauté que je vais nommer les paroissiens, qui sont impliqués dans la communauté religieuse, on a formé 4 comités bénévoles. dont un sur le patrimoine religieux, un autre sur le patrimoine industriel, un autre sur le patrimoine urbain architectural, etc.
Et ce sont ces bénévoles-là, ces communautés-là qui ont la première voix. C'est eux qui peuvent parler de ce qu'ils veulent voir dans leur futur musée, parce que c'est un musée qui va être vraiment communautaire. On veut que les gens s'y reconnaissent encore. C'est un profond deuil pour les paroissiens. Il faut être très respectueux. On y va une étape à la fois. Ça en est touchant. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on travaille de pair avec eux autres, qui sentent qu'ils peuvent prendre des décisions aussi, qui sentent qu'ils vont avoir encore un endroit où est-ce que le lieu va représenter ce qu'il était. Je dis pas qu'ici, il va y avoir seulement une exposition sur le patrimoine religieux. Loin de là, on va parler quand même de l'aluminium, d'Arvida dans son ensemble, l'urbanisme, l'architecture, les maisons d'Arvida, les ouvriers aussi, tous les gens qui ont travaillé ici puis qui ont fondé cette ville utopique. Merci beaucoup, Marianne, pour cette conversation. Bonjour Sarah-Jeanne. Est-ce que tu peux me dire à quoi est-ce qu'on a accès ici à la Société historique du Saguenay? On conserve ici environ 585 fonds d'archives et collections. Parmi ces documents-là, une bonne partie est traitée et accessible au public, mais il y a une certaine partie des archives qui ne sont pas encore traitées. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été inventoriés, triés, classés et décrites. Donc, autrement dit, là, ça veut dire que ces documents-là sont en attente d'être accessibles au public. Par contre, les archives non traitées, comme celles qui sont traitées, là, sont conservées dans le même environnement, les mêmes conditions là, optimales là, avec température et humidité contrôlée. J'en ai quand même sorti un pour te donner un exemple. Oui. C'est le fonds Florence Levasseur qui contient les croquis là, de toutes les églises de Jonquière. Une fois attablé devant un fonds non traité, par quoi on commence? La première étape, c'est de planifier notre traitement. Parce qu'il faut dire que chaque fonds est différent en raison de sa taille, de son contenu, de la manière dont il est déjà classé. Il faut donc planifier la manière dont on va s'y prendre pour arriver à un résultat accessible et utilisable par les chercheurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque fonds comporte ses particularités. Donc, il faut constamment se réajuster pour réorganiser notre processus de traitement. Quel type de particularité on peut voir? Bon, bien, c'est sûr que d'abord, avant toute chose, il faut s'assurer là, que le fonds est consultable au regard de la loi, qu'il n'y ait pas de renseignements confidentiels. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis ensuite de ça, bien, on pourrait tomber sur un document ou un genre de document qu'on ne conservait pas encore, qui est nouveau pour nous. Après ça, on pourrait trouver des documents qui sont très dégradés, puis en raison de l'importance de l'information qu'ils portent, vouloir tous les numériser là, pour préserver l'information. On pourrait tomber aussi sur des boîtes qui sont très mélangées, donc on doit se réajuster puis revoir notre échéancier. Comment est-ce qu'on fait pour repérer des situations qui peuvent devenir problématiques dans le traitement d'un fonds? C'est à l'étape de l'inventaire. C'est à ce moment-là là, qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur le contenu du fonds. Fait que oui, on va repérer peut-être les situations plus complexes, mais c'est là aussi qu'on va repérer des documents qui pourraient être de grande valeur historique. Par exemple, un document qui serait très ancien ou très rare. Aussi, un document qui aura un grand potentiel de diffusion parce qu'il est très, très, très intéressant, par exemple. C'est une boîte à surprise, un fonds non traité. Oui, donc, vraiment. j'imagine qu'on peut tomber sur du contenu parfois qui peut être sensible ou qui peut déranger. Ça arrive souvent? Assez régulièrement, je dirais. Au fil du temps, les valeurs de la société changent, ce qui fait en sorte que nos perceptions sur différentes réalités se modifient aussi. Comme par exemple la mort. La mort est traitée différemment dans les journaux
par rapport à avant où les images étaient beaucoup plus crues. Oui, les documents anciens là, sont susceptibles de choquer ou sinon de surprendre certaines personnes. Donc, nous, les archivistes avec qui on travaille, on leur demande de nous aviser si ça leur arrive. Puis, on pourrait décider là, d'ajouter un avertissement à l'instrument de recherche. Puis j'imagine qu'on ne conserve pas tout dans un fond. Qu'est-ce qui arrive avec les documents qui sont peut-être pas intéressants ou trop endommagés? Tout ce qui est doublon, par exemple, ce qui est en multiples copies, donc ce qui est moins pertinent, ce qui serait aussi accessible ailleurs, qui serait déjà accessible sur Internet. Comme une publication, par exemple? Oui, absolument. Ça va être des documents qu'on va élaguer. Okay. Donc, l'objectif, c'est d'alléger le fond, puis de se concentrer sur l'essentiel. Comment est-ce qu'on décide quel fond on traite en premier? C'est vraiment en fonction des demandes qu'on a, puis des besoins des chercheurs du milieu. Par exemple, soit des chercheurs à l'université ou des muséologues là, dans les différents établissements muséals de la région, essayer de savoir ça va être quoi leur prochain projet, puis de quoi ils vont avoir de besoin. Puis essayer d'avoir une longueur d'avance, finalement. Oui, parce qu'on fournit la matière première à la recherche. Oui. Puis le traitement d'un fond, ça peut prendre quand même plusieurs... Ça peut être assez long, là. Ça peut être de plusieurs mois à plusieurs années. Donc, c'est important là, qu'on le sache quand même pas mal à l'avance. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne, pour ces informations. Ça fait plaisir. Pour assurer la pérennité du bâtiment face à la baisse de fidèles, les paroissiens de l'église Saint-Luc ont accepté de partager leur espace avec l'école de danse Florence Fourcaudeau. C'est maintenant un modèle de reconversion harmonieuse où activités religieuses et artistiques coexistent sous un même toit. Commençons par le commencement. Quelle est l'histoire un peu du bâtiment? Ici, on est dans l'église Saint-Luc. Oui, l'église Saint-Luc de la paroisse Saint-Luc à Chicoutimi-Nord, une construction des années 1950, qui est toujours un lieu de rassemblement religieux et qui n'est pas désacralisé. Alors nous, on s'est installé l'école de danse Florence Fourcaudeau en 2014 au sein d'une bâtisse qui avait une histoire religieuse et maintenant qui prend un virage artistique en devenant l'école Florence Fourcaudeau et l'église Saint-Luc tout à la fois. Oui, parce que la paroisse est toujours impliquée, il y a toujours des rassemblements à travers les murs. Oui, le projet d'installation de studio de danse a permis de combiner des fonctions de rassemblement pour les paroissiens et la tenue d'activités religieuses. Et bien sûr, l'espace est partagé, donc on y fait aussi de la danse, de l'art, de la création artistique. Au tout début, c'est la paroisse qui avait le désir au départ là, de convertir ou de trouver une nouvelle vocation. Là. Oui, c'est des gens qui ont été très visionnaires de se dire, nous, notre utilisation, les personnes qui utilisent cette bâtisse-là, c'est en nombre décroissant. Alors, comment dans le futur nous pouvons continuer à rendre le bâtiment utile, à lui donner un second souffle? Et les paroissiens ont ensemble décidé d'ouvrir pour des projets communautaires et puis de l'offrir là, puis nous, on était juste à côté. Ici, on était des voisins de quartier, en fin de compte. Alors, on était tout à fait, on va dire, dans l'espace-temps, là, dans le grand temps. On a été au bon moment. Pouvez-vous nous amener un peu à travers le voyage que ça a été de reconvertir l'espace ici et de le repenser pour des studios de danse? La reconversion de l'Église s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, d'arriver à découvrir que les besoins de notre organisme correspondaient aux espaces disponibles ici, dans ce bâtiment. Une fois que nous avons vu que l'espace et la volumétrie de l'Église nous offraient des possibilités pour y tenir nos activités pour de nombreuses années, là, on a entamé tout un processus pour faire des calculs autant de dimensions, de budget, pour pouvoir aussi trouver les partenaires qui allaient nous supporter dans cette grande aventure-là. Et tout ça avec un constant support de la paroisse, de la communauté ici à Saint-Luc.
Ça fait déjà 10 ans maintenant que vous êtes installés ici. Comment Oui. ça se passe? On apprécie? On dit, moi j'aime dire qu'on est divinement bien ici à l'école, nos espaces, mais aussi l'historique de cette bâtisse, l'architecture, la localisation géographique du côté de Chicoutimi-Nord et ce que ça amène comme vibration, comme partage, comme découverte aussi, les gens qui ont connu l'Église, soit lorsqu'ils étaient jeunes ou à des activités paroissiales, qui rentrent pour une première fois ici ont toujours un effet « wow ». Et nous, ça nous habite dans notre travail. Et puis, on pense que les jeunes qui viennent ici, qui fréquentent nos studios, découvrent aussi ce lieu-là, puis s'y sentent comme chez eux. Vous partagez encore les mêmes espaces, ce qui fait que vous avez encore des, je veux dire, des reliques, des vestiges du passé, comme cette merveilleuse croix qui est juste derrière nous. Bien, d'abord, c'est une œuvre aussi de l'artiste Victor Dallaire. Alors, on peut dire qu'on est choyé ici parce que ce n'est pas n'importe quelle croix de l'artiste régional Victor Dallaire. Je pense qu'on a tout simplement accepté que la bâtisse venait, puisqu'il y a encore des activités religieuses, avec certains éléments. Et bien sincèrement, pour nous, ça fait partie du lieu, c'est comme intégré au lieu. Et puis nous, on est fiers d'avoir reconverti ce bâtiment-là et on ne souhaite pas effacer son histoire, loin de là. On souhaite célébrer le fait que cette bâtisse a été construite par les gens du quartier ici, puis qu'elle continue d'être aimée, d'être bonifiée et d'être occupée par ces mêmes gens. Alors, je pense que dans l'histoire, c'est une belle trace qui ne doit pas effacer le passé et puis qui doit être ouverte aussi à l'innovation et à se développer avec les gens qui l'occupent. C'est fabuleux, absolument fabuleux. Merci beaucoup, Julie. Bien, tout le plaisir est pour moi.